Métropole, septembre 2021, exercice numéro 1, synthèse d'un arôme. L'éthanoate de 3-méthylbutyl est une espèce chimique odorante, présente notamment dans les pommes mûres. Son odeur agréable et sa faible toxicité permettent de l'utiliser comme arôme dans les bonbons. Cette espèce chimique appartient à la famille fonctionnelle des esters. Cet exercice a pour objectif d'étudier dans un premier temps les espèces chimiques intervenant dans la synthèse de l'éthanoate de 3-méthylbutyl, puis d'étudier les conditions d'optimisation de cette synthèse. Voici quelques données physico-chimiques de quelques espèces chimiques. Elles concernent le 3-méthylbutane-1-ol, l'acide éthanoïque, l'éthanoate de 3-méthylbutyl, l'eau et le cyclohexane. On indique pour ces espèces leur formule brute, leur masse volumique à 25 degrés Celsius, leur masse molaire et leur solubilité dans l'eau à 25 degrés Celsius. Voici un tableau de quelques bandes d'absorption infrarouge. Elles correspondent aux bandes d'absorption des liaisons double carbone-carbone, liaison double carbone-oxygène, liaison simple carbone-hydrogène, liaison OH d'un acide carboxylique et liaison OH d'un alcool. Règle de nomenclature, squelette carboné. Pour les hydrocarbures ramifiés, la position de la ramification sur la chaîne principale est indiquée par un chiffre et le groupe est indiqué par le préfixe. Des exemples de groupes sont donnés ci-dessous. Alors nous avons le groupe méthyle, CH3, le groupe éthyle, CH2CH3, le groupe propyle, CH2CH2CH3, et le groupe butyle, CH2CH2CH2CH3. Famille fonctionnelle des esters. On a représenté la formule générale d'un ester, RCOOR'. Le nom d'un ester est alcanoate d'alkyle. Pour nommer un ester, on utilise le suffixe -oate. Dans les deux dernières colonnes sont indiqués deux exemples de molécules appartenant à la famille fonctionnelle des esters. L'éthanoate de méthyle et le propanoate de 2-méthylpentyl. Petit 1, des réactifs aux produits de la synthèse. Pour réaliser la synthèse de l'éthanoate de 3-méthylbutyl au laboratoire, on utilise deux réactifs, l'acide éthanoïque et le 3-méthylbutane-1-ol. À l'écran est indiquée la formule semi-développée du 3-méthylbutane-1-ol. On nous demande de justifier le nom du 3-méthylbutane-1-ol. Alors nous allons rechercher la chaîne carbonée principale la plus longue. On recherche la chaîne carbonée principale, c'est-à-dire la chaîne carbonée la plus longue contenant le carbone fonctionnel, c'est-à-dire le carbone portant le groupe hydroxyle. Ici, la chaîne principale est constituée de 4 atomes de carbone, d'où le radical butane. On reconnaît le groupe hydroxyle, OH. On numérote la chaîne carbonée principale de façon à donner le plus petit indice au groupe hydroxyle. Donc ici, on va la numéroter de gauche à droite. Le groupe hydroxyle est en position 1, d'où le suffixe 1-ol. Nous voyons qu'en position 3, il y a un groupe alkyle, un groupe CH3. Il se nomme méthyle. Cela explique le préfixe 3-méthyle. Donnons la représentation topologique du 3-méthylbutane-1-ol, entourons le groupe caractéristique de la molécule et nommons la famille fonctionnelle correspondante. Dans la représentation topologique, une chaîne carbonée est représentée en ligne brisée. On n'indique pas les atomes de carbone ni les atomes d'hydrogène reliés aux atomes de carbone. La représentation topologique du 3-méthylbutane-1-ol est la suivante. Nous reconnaissons le groupe hydroxyle. La molécule appartient à la famille des alcools.
On donne sur la figure 1 des spectres infrarouges des deux réactifs, identifiés en justifiant le spectre correspondant au 3-méthylbutane-1-ol. Alors voici la représentation du 3-méthylbutane-1-ol. Sur le spectre B, une bande d'absorption caractéristique à 1700 cm-1 apparaît. Elle est due à la présence d'une liaison double carbone-oxygène. Or, dans la molécule de 3-méthylbutane-1-ol, il n'y a pas de liaison double carbone-oxygène. Le spectre B ne correspond pas au spectre du 3-méthylbutane-1-ol. Sur le spectre A, il n'y a pas de bande d'absorption à 1700 cm-1, donc la molécule correspondant au spectre A ne comporte pas de liaison double carbone-oxygène. Par contre, elle possède une bande d'absorption située entre 3200 et 3500 cm-1. Cette bande d'absorption est due à la liaison OH d'un alcool. La molécule de 3-méthylbutane-1-ol contient bien une liaison OH. On en déduit que le spectre A correspond à la molécule de 3-méthylbutane-1-ol. Représenter la formule semi-développée de l'éthanoate de 3-méthylbutyl en exploitant les règles de nomenclature fournies. L'éthanoate de 3-méthylbutyl appartient à la famille des esters puisque on a le suffixe OAT. La formule générale d'un ester est RCOOR'. Le radical éthane indique que la chaîne carbonée principale contient 2 atomes de carbone. 3-méthylbutyl est le nom du groupe R'. Butyl nous indique que la chaîne carbonée principale du groupe R' contient 4 atomes de carbone. Cette chaîne carbonée, entourée en jaune, doit être numérotée à partir du groupe ester. Donc on va la numéroter de gauche à droite. Le préfixe 3-méthyl indique qu'il y a un groupe méthyle en position 3. Sachant que les atomes de carbone forment 4 liaisons covalentes, on en déduit le nombre d'atomes d'hydrogène reliés à chaque atome de carbone. On complète avec des atomes d'hydrogène afin que chaque atome de carbone ait 4 liaisons covalentes. Voici donc la formule semi-développée de l'éthanoate de 3-méthylbutyl. Petit 2. Optimisation de la synthèse au laboratoire de l'éthanoate de 3-méthylbutyl. La synthèse de l'éthanoate de 3-méthylbutyl est une transformation lente et non totale. Protocole de la synthèse. Verser dans un ballon un volume V1 de 3-méthylbutane-1-ol, une masse M2 d'acide éthanoïque et un volume V3 d'acide sulfurique concentré. Comme indiqué sur la figure 2, le ballon surmonté d'un réfrigérant à air est placé dans un bain-marie maintenant la température constante. Pour montrer l'influence de certaines conditions expérimentales sur cette synthèse, 4 expériences sont réalisées. Le tableau suivant présente les résultats expérimentaux pour 4 conditions différentes. Pour ces 4 expériences, on indique la température, le volume initial V1 de 3-méthylbutane-1-ol, la masse initiale M2 d'acide éthanoïque, le volume V3 d'acide sulfurique et l'ordre de grandeur du temps de demi-réaction. Écrire à l'aide des formules brutes l'équation de la réaction modélisant la synthèse de l'éthanoate de 3-méthylbutyl, sachant qu'une autre espèce chimique à identifier est aussi produite. Justifié. On nous indique que la synthèse de l'éthanoate de 3-méthylbutyl se fait à l'aide de 2 réactifs, l'acide éthanoïque et le 3-méthylbutane-1-ol. Les formules brutes de l'acide éthanoïque et du 3-méthylbutane-1-ol sont données dans le tableau.
Un des produits formés est l'éthanoate de 3-méthylbutyl, dont la formule brute est également indiquée dans le tableau. Pour écrire l'équation de la réaction, nous allons indiquer les réactifs à gauche et les produits à droite. Le 3-méthylbutane-1-ol de formule C5H12O réagit avec l'acide éthanoïque de formule C2H4O2 pour former l'éthanoate de 3-méthylbutyl de formule C7H14O2 et une autre espèce chimique. Afin d'identifier la deuxième espèce chimique formée, nous allons utiliser la conservation de l'élément chimique. Commençons par la conservation de l'élément carbone. Comptons le nombre d'atomes de carbone du côté des réactifs. Nous en avons 5 plus 2, 7. Du côté des produits, nous en avons également 7. La conservation de l'élément carbone est vérifiée. Passons à la conservation de l'élément hydrogène. Du côté des réactifs, nous en avons 12 plus 4, 16, alors que du côté des produits, nous n'en avons que 14. Il manque donc 16 moins 14, 2 atomes d'hydrogène du côté des produits. Passons enfin à la conservation de l'élément oxygène. Du côté des réactifs, nous en avons 1 plus 2, c'est-à-dire 3, alors que nous n'en avons que 2 du côté des produits. Il manque donc 3 moins 2, 1 atome d'oxygène du côté des réactifs. Il manque 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène du côté des produits. Donc, la deuxième espèce chimique formée, en exploitant les résultats expérimentaux, indiquer les conditions expérimentales permettant d'optimiser la cinétique. En exploitant les résultats expérimentaux, indiquer les conditions expérimentales permettant d'optimiser la cinétique de cette synthèse. Comparons l'expérience 1 et l'expérience 2. Tous les paramètres sont identiques, à l'exception de la présence d'acide sulfurique. On se rend compte qu'en rajoutant de l'acide sulfurique, l'ordre de grandeur du temps de demi-réaction passe de plusieurs mois à plusieurs heures. Ainsi, l'ajout d'acide sulfurique augmente la vitesse de réaction de synthèse de l'éthanoate de 3-méthylbutyl. L'acide sulfurique est un catalyseur. Comparons maintenant l'expérience 2 et l'expérience 3. Le paramètre qui diffère est la température. Nous voyons qu'en augmentant la température de 30 à 60 degrés Celsius, le temps de demi-réaction passe de plusieurs heures à une dizaine de minutes. Nous en déduisons que l'augmentation de la température permet d'augmenter la vitesse de réaction de synthèse de l'éthanoate de 3-méthylbutyl. La température est un facteur cinétique. Comparons l'expérience 3 et l'expérience 4. Le paramètre qui diffère est le volume initial V1 de 3-méthylbutane-1-ol. Nous voyons qu'en augmentant la quantité initiale de 3-méthylbutane-1-ol, l'ordre de grandeur du temps de demi-réaction passe d'une dizaine de minutes à moins d'une dizaine de minutes. Nous en déduisons que l'augmentation de la quantité d'un des réactifs augmente la vitesse de réaction de synthèse de l'éthanoate de 3-méthylbutyl. Détermination expérimentale du rendement de la synthèse de l'expérience numéro 3. Déterminer les quantités de matière des réactifs dans le mélange initial de l'expérience 3 et donner un qualificatif à ce mélange initial. Lors de l'expérience 3, la quantité initiale N1 d'alcool est égale à la masse initiale d'alcool introduit divisée par la masse molaire de l'alcool. La masse d'alcool introduit est égale à la masse volumique de l'alcool multipliée par le volume d'alcool. Petit n1 est égal à ρ1 fois V1 divisé par grand M1. Passons à l'application numérique. La quantité initiale d'alcool est donc de 0,110 mol. Procédons de même pour la quantité initiale d'acide éthanoïque. La quantité initiale d'acide éthanoïque, N2, est égale à la masse d'acide éthanoïque, M2, divisé par la masse molaire d'acide éthanoïque, grand M2.
nous obtenons une quantité initiale d'acide éthanoïque égale à 0,110 mol. L'équation de la réaction de synthèse s'écrit 1 mol d'alcool réagit avec 1 mol d'acide éthanoïque pour donner 1 mol d'ester et 1 mol d'eau. Donc 0,110 mol d'alcool vont réagir avec 0,110 mol d'acide éthanoïque. Le mélange initial est donc un mélange stoichiométrique, encore appelé ici mélange équimolaire. La masse d'éthanoate de 3-méthylbutyl obtenue en fin de réaction est M3 égale à 6,20 g. Déterminer le rendement de la synthèse dans l'expérience numéro 3. Commenter. D'après l'équation, 1 mol d'alcool réagit avec 1 mol d'acide éthanoïque pour former 1 mol d'ester et 1 mol d'eau. Donc si la transformation est totale et qu'on introduit 0,110 mol d'alcool et 0,110 mol d'acide éthanoïque, il se formerait une quantité maximale d'ester égale à 0,110 mol. La masse réellement obtenue d'ester est de 6,20 g. On en déduit que la quantité d'ester obtenue expérimentalement est égale à la masse M3 divisée par la masse molaire de l'ester, ce qui correspond à 4,76 fois 10 puissance moins 2 mol. Le rendement de la synthèse d'estérification est égal au rapport de la quantité d'ester obtenue expérimentalement par la quantité d'ester obtenue si la transformation était totale. Nous obtenons un rendement égal à 0,433, c'est-à-dire 43,3%, ce qui est assez faible. Détermination expérimentale du rendement de la synthèse de l'expérience numéro 4. À la fin de la synthèse, on sépare la phase aqueuse de la phase organique formée dans le ballon. Cette phase aqueuse contient l'acide éthanoïque qui n'a pas réagi et l'acide sulfurique. Ces deux acides sont responsables de l'acidité totale de la solution. On réalise un titrage acido-basique de cette phase aqueuse avec comme solution titrante une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium de concentration Cb égale à 1 mol par litre. Ce titrage est suivi par pH-métrie et les courbes pH en fonction du volume de base et dérivées du pH par rapport au volume en fonction du volume de base sont représentées dans la figure 3. La première équivalence est due au dosage de l'acidité due à l'acide sulfurique seul. La deuxième équivalence est due au dosage de l'acidité totale. Écrire l'équation de la réaction support du titrage entre l'acide éthanoïque et l'ion hydroxyde. Il s'agit d'une réaction acido-basique. L'acide éthanoïque perd un ion H+ pour former l'ion éthanoate et l'ion hydroxyde capte un ion H+ pour former l'eau. 1 mol d'acide éthanoïque réagit avec 1 mol d'ion hydroxyde pour former 1 mol d'ion éthanoate et 1 mol d'eau. Déterminer le volume d'hydroxyde de potassium nécessaire pour titrer l'acide éthanoïque. La première équivalence, le volume équivalent V1 permet de doser l'acide sulfurique seul. On peut lire sa valeur grâce à la courbe dérivée. L'abscisse du maximum de la courbe dérivée nous donne le volume équivalent 1. Le volume équivalent 2, qui permet de doser l'acidité totale, c'est-à-dire l'acide sulfurique et l'acide éthanoïque, est indiqué par l'abscisse du deuxième maximum de la courbe dérivée. VEC2 est égal à 11 ml. Le volume de base ayant servi à doser uniquement l'acide éthanoïque est égal à la différence VEC2 moins VEC1.
le volume d'hydroxyde de potassium nécessaire pour titrer l'acide éthanoïque est égal à 6,8 ml. En déduire les quantités de matière d'acide éthanoïque restant à la fin de la synthèse dans l'expérience. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. D'après l'équation, 1 mol d'acide éthanoïque réagit avec 1 mol d'ion hydroxyde pour donner 1 mol d'ion éthanoate et 1 mol d'eau. La quantité d'acide éthanoïque restante est égale à la quantité d'ion hydroxyde versée à l'équivalence. La quantité d'ion hydroxyde versée pour doser l'acide éthanoïque restant est égale à la concentration Cb multipliée par le volume V2 moins V1. La quantité d'ion hydroxyde versée pour doser l'acide éthanoïque restant est égale à la concentration Cb multipliée par le volume d'hydroxyde de potassium versé pour doser l'acide éthanoïque restant. Passons à l'application numérique. Nous devons indiquer le volume en litres. 6,8 ml, c'est 6,8 fois 10 puissance moins 3 litres. La quantité d'acide éthanoïque restante est égale à 6,8 fois 10 puissance moins 3 mol. Déterminer la quantité de matière d'ester formée et calculer le rendement de la synthèse dans l'expérience 4. En déduire un moyen d'optimiser le rendement de cette synthèse. Nous allons calculer la quantité d'acide éthanoïque qui a réagi pour former l'ester. La quantité d'acide éthanoïque ayant réagi pour former l'ester est égale à la quantité initiale d'acide éthanoïque introduit N2 moins la quantité d'acide éthanoïque restante. 0,110 moins 6,8 fois 10 puissance moins 3 mol. La quantité d'acide éthanoïque ayant réagi pour former l'ester est égale à 0,103 mol. D'après l'équation de la réaction de synthèse de l'ester, lorsqu'une mol d'acide éthanoïque réagit, une mol d'ester se forme. Donc la quantité d'ester formée expérimentalement est égale à la quantité d'acide éthanoïque ayant réagi. La quantité d'ester formée expérimentalement est égale à 0,103 mol. Or, si la transformation avait été totale, la quantité d'ester formée serait égale à 0,110 mol. Donc, le rendement de la synthèse est égal au rapport de la quantité d'ester formée expérimentalement divisé par la quantité d'ester formée si la réaction avait été totale. 0,103 sur 0,110, nous obtenons 93,6%. On vérifie alors que introduire un des réactifs en excès permet d'optimiser le rendement. Amélioration du rendement de la synthèse grâce à l'utilisation d'un tube décanteur de Dean-Stark. On réalise de nouveau l'expérience 3, mais en utilisant un dispositif de Dean-Stark qui permet de séparer en continu l'eau formée du reste du milieu réactionnel. Le tube décanteur de ce dispositif est initialement vide. Un volume de 30 ml de cyclohexane est ajouté initialement dans le milieu réactionnel, puis on chauffe à reflux le mélange réactionnel. On suppose que seule l'eau et le cyclohexane se vaporisent, alors que les réactifs et l'éthanoate de 3-méthylbutyl restent dans le ballon. Le cyclohexane et l'eau se liquéfient dans le réfrigérant à eau et tombent dans le tube décanteur du Dean-Stark. Lorsque le tube décanteur est plein, l'excès de phase A s'écoule dans le mélange réactionnel. Identifier la nature des phases A et B présentes dans le décanteur, justifié. Alors, d'après les données, le cyclohexane et l'eau sont non miscibles. Donc, l'eau et le cyclohexane vont former deux phases. D'après les données toujours, la masse volumique du cyclohexane est inférieure à celle de l'eau. Donc, la densité du cyclohexane est inférieure à la densité de l'eau. On en déduit que le cyclohexane constitue la phase qui surnage. La phase A est donc le cyclohexane et la phase B est l'eau.
Indiquez l'intérêt de ce dispositif pour optimiser cette synthèse. Ce dispositif permet d'extraire l'eau du mélange réactionnel au cours de sa formation, ce qui permet de déplacer l'équilibre de synthèse de l'ester vers la droite et d'augmenter le rendement de la réaction. Lorsque la transformation est terminée, le volume d'eau recueilli dans le tube décanteur est V égale 1,8 ml. En déduire la quantité de matière d'ester formée. Conclure quant à l'efficacité de ce dispositif. Calculons la quantité d'eau formée. La quantité d'eau formée est égale à la masse d'eau formée divisée par la masse molaire de l'eau. La masse d'eau formée est égale au volume d'eau formée multiplié par la masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'eau vaut 1 g par millilitre, le volume d'eau formée 1,8 ml, la masse molaire de l'eau 18 g par mol. Nous obtenons que la quantité d'eau formée est de 0,10 mol. Or, d'après l'équation de la réaction de synthèse, lorsqu'une mol d'eau est formée, une mol d'ester l'est également. Donc la quantité expérimentale d'ester formée est égale à la quantité d'eau formée, à savoir 0,10 mol. Le rendement de la synthèse de l'ester est égal à la quantité d'ester obtenue expérimentalement sur la quantité d'ester que l'on obtiendrait si la transformation avait été totale, à savoir 0,10 sur 0,110. Le rendement de la synthèse est de 91%. 91% est bien supérieur à 43,3%. Le dispositif permet effectivement d'augmenter le rendement de la synthèse.